OK. Ça a déjà commencé. Et voilà. Voilà. Je vais me mettre près du micro. Je vais la baisser un peu. Oui. Oui. C'est bien là. Pour être sûr que nos auditeurs nous entendent. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et tous. Voilà, j'ai le privilège de présenter mon nouveau collègue, notre nouveau collègue, Gabriel Diaz de Carvalho Junior. Je l'ai bien dit. Oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Alors, donc, outre le fait qu'on a beaucoup de chance d'avoir Gabriel comme nouveau collègue, je vais vous le présenter un tout petit peu. Alors, qu'a-t-il fait? Après avoir fait un baccalauréat en physique, Gabriel a fait un master en sciences de l'éducation et puis un doctorat en éducation à l'Université fédérale de Minas Gerais, mince, avec un stage de recherche aux archives Jean Piaget à l'Université de Genève. Alors, outre cela, Gabriel est le coordinateur du GRUPEC, voilà, qui est le groupe de recherche sur les champs conceptuels. Et dans le cadre de ce groupe, avec ses collaborateurs, Gabriel a développé plusieurs projets de recherche qui utilisent la théorie des champs conceptuels de Gérard Vergniaud. Alors, je vais vous dire un mot de son expérience professionnelle. Gabriel a été enseignant de physique au secondaire au Brésil pendant 18 ans, puis pendant 14 ans comme professeur de physique et sciences de l'éducation au Brésil, et enfin chercheur dans le domaine de la conceptualisation et de l'évaluation des apprentissages. Alors actuellement, il a rejoint la Belgique. Donc depuis septembre, il est chargé de cours aux universités de Namur et catholique de Louvain en Belgique. Et donc ici ce soir, on a la chance d'avoir les collègues de l'UNAMUR et des collègues de l'UC Louvain. Alors, quels sont ses domaines d'expertise? Donc, il a de l'expérience dans le domaine de l'éducation, avec comme accent donc des recherches sur tout ce qui concerne la conceptualisation, la recherche dans les champs conceptuels, le développement cognitif, l'enseignement de la physique et l'évaluation des apprentissages. Voilà, ça c'est un bref résumé. Et donc, je vais lui céder la parole. Je ne sais pas si tu veux que je rajoute quelque chose. Non. C'est bien parlé. Eh bien, bienvenue. Voilà. Alors, bonsoir à tous, à toutes. Merci beaucoup, Myriam, pour l'invitation et aussi pour l'opportunité d'être ici parmi vous pour qu'on puisse discuter un petit peu sur la théorie des champs conceptuels. Ici, par ailleurs, une méthodologie, un cadre théorique, c'est aussi une théorie d'une personne très marquante dans ma vie, dans la vie d'Andressa aussi, qui c'est Gérard Vergniaud. Je vais essayer de parler, je ne peux pas parler de la théorie des champs conceptuels sans parler de Gérard Vergniaud, une personne pour tous, tout le monde qui a déjà connu, qui a partagé quelques heures avec lui. Il est une personne passionnante. Je crois que Jean Guillet, Maria Rita Otero et Franck qui sont parmi nous, ils sont d'accord. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler en bref mot, parce que c'est impossible de parler de tout ce que concerne la théorie des champs conceptuels, mais c'est juste pour donner une idée générale, faire un bilan de tout ce qu'on a déjà fait dans les domaines de sciences et de mathématiques, mais de dire aussi des possibilités de nouvelles recherches dans ce domaine-là. Pour ce faire, je vais essayer de suivre ce parcours. Je vais dire quelques mots. Myriam a déjà bien dit tout ce que j'ai déjà fait, mais je vais essayer de souligner quelques points pour que tout le monde puisse savoir d'où est-ce que je parle, qu'est-ce que je fais, quels sont mes intérêts de recherche. Et après, je passe à dire quelle est l'origine de la théorie des champs conceptuels, quels sont les concepts clés. Je n'aurai pas du temps pour dire tous les concepts, d'approfondir, mais c'est juste pour dire, à mon avis, qu'est-ce qu'on doit utiliser en tant que cadre de recherche en sciences de la nature et aussi en mathématiques pour comprendre le processus de conceptualisation.
Bien entendu, la théorie des champs conceptuels, elle est beaucoup plus vaste, complexe, que je vais présenter aujourd'hui. Mais c'est juste pour donner quelques pistes pour qu'on puisse après discuter un petit peu plus. Et je vais essayer de donner quelques exemples sortis de mathématiques, de physique, de chimie. Et désolé, Myriam, nous n'avons pas d'exemples en biologie. Je n'ai pas trouvé des bons exemples en biologie, mais c'est tout à fait un champ ouvert pour les gens qui, parfois, voudraient utiliser ces cadres théoriques pour la recherche. Et juste après, on passe pour pouvoir faire des échanges, quelques questions pour discuter un petit peu autour de la théorie des champs conceptuels. OK? Alors, la présentation, je vais la disponibiliser après, donc tout le monde qui veut, je vais laisser sur les sites d'école doctorale, mais si quelqu'un est parfois intéressé de savoir un petit peu plus, je peux envoyer quelques textes, etc. Et dès lors, je peux dire qu'il y a un livre qui me semble très intéressant à la consultation. Ce livre s'appelle « Activité humaine et conceptualisation ». C'est un livre très intéressant. Je vais prendre quelques exemples sortis de ce livre pour qu'on puisse discuter un petit peu. Alors, c'est juste pour parler très brièvement des choses que je fais. Je suis venu du Brésil, dont l'origine de mon accent. Vous voyez sur l'écran, je fais la région où j'ai travaillé, où j'ai étudié aussi. C'est un état du sud-est du Brésil qui s'appelle Minas Gerais. C'est près de Rio de Janeiro, que c'est la ville, je crois, la plus connue. Très chaud. Aujourd'hui, dans ma ville, il fait environ 35-36 degrés. Oui, oui, c'est presque comme ça, c'est presque comme ici, n'est-ce pas? La température. Oui, 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 bien sûr. Mais quand on dit c'est chaud ici, c'est très différent. Donc, ce que je fais, je fais une étude en physique, et à mon avis, quand j'étais 18 ans, je pensais que oh, je veux être un physicien, je veux faire de recherche en physique, mais je commençais à donner des cours, je commençais en tant qu'enseignante et au secondaire brésilien, et ça a beaucoup changé ma vie. C'est où je fais connaissance d'Andressa, et donc oui, ma vie a beaucoup changé. Et donc, je commençais à donner des cours au secondaire brésilien, et je fais ça pendant 18 années environ. Et je commençais à m'intéresser à des affaires de la recherche en éducation, en didactique, savoir pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'apprennent pas de concepts en physique et comment faire pour pousser les apprentissages, pour surmonter les obstacles, etc. Et j'ai fait un master. Quand on dit master au Brésil, c'est très différent d'ici. Les cours de bachelier, ils ont 4 ans ou 5 ans environ. Ils sont plus généraux. Et au Brésil, quand on fait le bachelier, on peut faire le choix entre ce qu'on appelle bacharelado, c'est la préparation pour la recherche en physique, ou licenciatura, c'est la préparation pour devenir, c'est une formation de professeur. Que l'on entre à l'université, on doit faire le choix pour un cours de formation de chercheur en physique ou de professeur. Ce sont de deux cours. Ils partagent beaucoup de matières, bien sûr, mais ils sont des cours différents. Donc, je commençais à faire la licenciature et après, je commençais à faire un master qui sont 2 ans de recherche où on commence, bien sûr, à construire un projet de recherche. Mon projet de recherche en master, c'est la différenciation entre les concepts de chaleur et température. Et je commençais à étudier les années 2001, 2002, commencé à étudier la théorie des champs conceptuels. Je commençais à comprendre, à essayer, et commençais à faire aussi des échanges avec Gérard Vergniaud à ce moment-là. Et après, quelques années plus tard, je vais faire le doctorat aussi en utilisant la théorie des champs conceptuels, mais à ce moment, pour faire la construction du concept de temps relatif. Comment est-ce qu'on peut faire la transition entre la mécanique classique et la théorie de la relativité, et comment est-ce que les adolescents
environ 16, 17, 18 ans, donc ils peuvent comprendre cette transition, qu'est-ce qu'est un temps relatif, etc. À l'école brésilienne, je donne les cours, j'ai déjà dit quelque chose, c'est aussi très différent de l'école en Belgique. Quand on dit 50 élèves, voire plus, j'ai déjà donné des cours au secondaire pour 87 élèves. En même temps, ils sont comprimés dans une salle qui a été planifiée pour 40, 35 degrés. Et on donnait environ 50 heures de cours par semaine. 50 heures de cours par semaine. On commence le pilote automatique, on commence à reproduire les choses. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Les contextes que je vous ai donnés, c'est juste pour dire que les enseignants secondaires brésiliens n'ont pas eu l'opportunité de réfléchir sur les cours. Vous voyez, c'est impossible. Mais après, surtout depuis les années 2008, il a commencé un projet au Brésil qui s'appelle Institut fédéral. C'est une école à la fois au secondaire, mais aussi la formation technique et aussi la formation universitaire. C'est un projet où ce sont des écoles fédérales, ça veut dire le gouvernement central du Brésil, le ministère de l'Éducation, il oriente, il coordonne tout le processus, le curriculum, etc. Et ici, on a de très bonnes conditions de travail, etc. C'est où je commençais à travailler en 2008. C'est juste quand on commençait à commencer le projet. Et c'est là que je commençais le groupe PEC, c'est les groupes de recherche en champ conceptuel. On a déjà organisé 2 colloques en utilisant la théorie de champ conceptuel en 2015 et l'année passée, avec la collaboration des collègues de Jeanne Guillet et Maria Ritoter, qui sont aussi parmi nous en distanciel. Et aussi une professeure de l'Université de Québec à Trois-Rivières, Audrey Grulot. Elle n'a pas pu être présente, mais elle a beaucoup échangé avec nous pendant l'organisation de ce colloque. Et maintenant, on m'a dit, je suis là, à mi-temps ici à l'Université de Louvain et mi-temps à l'Université de Namur, chargé des cours, et on commence à discuter, faire des recherches en éducation, en didactique de la physique, etc. Et bien sûr, mon cadre théorique, c'est la théorie des champs conceptuels. Je crois que c'est une théorie forte, très intéressante pour décrire l'évolution pendant le temps des compétences, des connaissances, et pour comprendre le processus en termes de construction des concepts scientifiques. C'est en portugais, mais pour les gens qui sont intéressés. Ici, c'est un livre que j'écris. C'est quelque chose comme cours de physique, de la planification à l'évaluation. Et ici, c'est sorti de ma thèse, les champs conceptuels et l'éducation en sciences, les temps relatifs. Alors, on va partir pour la théorie des champs conceptuels. Gérard Vergniaud, le nom en bleu, là-bas, nous sommes autour de lui. Il est allé au Brésil. Gérard Vergniaud, je dirais, il est un psychologue du développement. Il est aussi un didactien, donc il s'intéresse pour le processus psychologique de construction, de relations, de développement, d'apprentissage, mais il est très intéressé aussi sur le processus de comment est-ce qu'on peut bien enseigner un concept et quels sont les dispositifs, les outils d'apprentissage qu'on peut utiliser. Il utilise beaucoup l'idée que l'action du sujet par rapport aux objets de connaissances sont très importants pour la construction des connaissances. Donc, il dit souvent que c'est très important de provoquer les élèves, provoquer les sujets pour qu'ils puissent apprendre. Et quand il dit provoquer, c'est juste de donner, de créer des situations d'apprentissage, des problèmes ouverts pour que chaque élève puisse utiliser ces connaissances qui sont encore en cours de construction pour rendre possible la construction
des compétences. Ce que j'ai dit, c'est que les intérêts de Gérard Vergniaud par rapport à la construction des connaissances, Gérard Vergniaud a utilisé beaucoup de sources différentes. Je vais essayer de montrer 3 grandes influences sur la théorie des chocs conceptuels. La première, Gérard Vergniaud a travaillé avec le mime Étienne de Croo en français. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il était un mime. Et c'est là, Gérard Vergniaud a développé un intérêt très fort sur le geste. Il utilise une phrase très, très provocante, la pensée est un geste. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ça, j'ai pris beaucoup de temps jusqu'à essayer de comprendre d'où est-ce que vient ce type de provocation. Mais le geste, il est un prototype de la pensée humaine. Il a une organisation interne. Il aide aussi dans la production des connaissances des sons chez les êtres humains. Par exemple, tu fais des gestes quand tu parles au téléphone. C'est vrai ça? Oh, viens ici. Mais personne ne veut. Ce geste, c'est pour toi-même. C'est pour essayer d'organiser ta pensée. Donc, on dit que les Italiens, les Brésiliens aussi, si on attache les mains, il n'y a pas de parole. On dit souvent, si je mets les mains ici, je ne vais pas réussir de parler de choses. Les gestes sont très importants pour transmettre des intentions, des concepts, et ils ont une organisation interne permettant produire et développer des connaissances. Gérard Vergniaud a pris ses connaissances sur le geste et il est allé vers Jean Piaget. Il a pris la théorie de Jean Piaget d'équilibration et assimilation et accommodation, la théorie piagétienne d'équilibration générale. Il appliquait cette théorie à la production des gestes. Il a présenté un mémoire à Jean Piaget. Et Jean Piaget est devenu passionné. C'est super. Il a pris Gérard Vergniaud en tant qu'étudiant pour développer ce type d'études. Il a fait ce type d'études à Paris. Et Piaget était, par Gérard Vergniaud, très grande influence aussi, et surtout sur l'idée de schème. Je vais parler de schème un petit peu plus tard aujourd'hui, et l'importance de l'action pour le développement. On dit souvent qu'au commencement était l'action. Ça veut dire c'est par l'action du sujet sur les objets et l'action des objets sur le sujet, ça veut dire c'est pour l'interaction sujet-objet que la connaissance rend possible. Piaget disait beaucoup de choses comme ça. Il a dit sur un livre de 1967, si je ne me trompe pas, Biologie, connaissance, Piaget a dit que la connaissance est adaptation. C'est quoi adaptation? C'est quand on essaie d'interagir avec les objets de la connaissance et on s'adapte aux situations. Et aussi, les situations de la connaissance, les objets de la connaissance s'adaptent à nous. Donc, ce couple sujet-situation est à la base de la théorie piagétienne et Gérard Vergniaud a pris cette idée et a développé un petit peu en plus. Donc, la problématique des schèmes, que je vais parler plus tard, est intimement associée à celle de l'agir. Les schèmes constituent une organisation de l'activité finalisée. Et cet accent rejoint celui de Piaget, qui a toujours insisté sur les caractères actifs du processus cognitif, aussi bien que des comportements, reprenant souvent à son compte à l'échelle formule de Gooch, qui c'est au commencement était l'action. Et pour finaliser aussi, Gérard Vergniaud a pris les idées surtout d'influence de la culture sur le développement cognitif, comment est-ce qu'on peut se développer dans une culture quelconque. Donc, les idées de Vygotsky sont très importantes sur le domaine culturel. Et aussi, il a pris l'idée de la zone de proche développement et de médiation entre les profs, les enseignants et les sujets. Gérard Vergniaud a dit que c'est intéressant ça, quand on est
avant de commencer un cours, quand on pense quels sont les sujets, quels sont les élèves qu'on a, quand on va planifier une recherche, et on pense quels sont le sujet de la recherche, le premier acte de médiation existe avant que je entre dans la salle de cours. Le premier acte de médiation est tout à fait les choix des situations. Ça veut dire quels sont les problèmes, quelles sont les tâches, quelles sont les choses que je vais proposer aux élèves pour faire apprendre. Donc, j'imagine, je veux la planification, j'imagine quels sont les étudiants, quels sont les élèves qui seront présents devant moi. Et je veux faire le choix, quelles sont les situations plus adéquates pour le développement d'un certain concept. Donc, il y a un composant dans la théorie des chocs conceptuels qui est étroitement lié aux idées de l'influence de la culture, ça veut dire de quels sont les concepts qu'on va prendre dans la culture pour essayer de résoudre des problèmes. Ces trois influences sont très importantes pour comprendre la construction que Gérard Vergniaud a fait pour la théorie des chocs conceptuels. Et donc, je vais passer pour, à mon avis, deux concepts. On en a plusieurs, mais deux concepts qui, à mon avis, sont très importants pour bien comprendre qu'est-ce que Gérard Vergniaud a dit. De là, c'est important de dire, Gérard Vergniaud défend l'idée que les concepts sont tout à fait des entités, de choses relationnelles. Qu'est-ce que je veux dire? C'est impossible de dire, de faire la définition, de travailler sur un concept, n'importe quel domaine, sans faire appel à d'autres concepts. Je dis, par exemple, c'est quoi la combustion? La combustion, c'est une réaction. Donc, pour dire sur la combustion, il faut dire aussi réaction, il faut dire oxygène, il faut dire chaleur. Donc, il y a une liaison très forte entre plusieurs concepts. Et les concepts font une espèce de réseau. Et Gérard Vergniaud dit que c'est juste ça. Cet ensemble de concepts permettant de résoudre chaque classe de situation, chaque ensemble de problèmes, il va dire qu'il s'agit d'un champ conceptuel. Donc, il fait l'étude des concepts reliés l'un sur l'autre au lieu de faire une étude de concepts isolés. Donc, c'est très important de savoir ça. Chez lui, tous les concepts sont étroitement liés l'un sur l'autre. Et c'est important pour qu'on puisse dominer, maîtriser un champ conceptuel, bien sûr, on a besoin alors de un très grand intervalle de temps. Donc, l'appropriation de plusieurs façons d'un concept, ça se déroule pendant beaucoup de temps. Alors, le premier concept que je voudrais parler, Gérard Vergniaud a pris ces concepts, il a emprunté de Piaget, mais Piaget n'est pas le père du concept de Chem. Allô? Ah non, ok. Ok. Voilà. Et Piaget n'est pas le père du concept de Chem. On a le concept de Chem chez Revaux-Dallon, après on compte aussi. Mais Piaget, il a donné des exemples très forts sur l'existence et le développement pendant les temps du concept de Chem. Ce que Gérard Vergniaud a fait, c'est juste de prendre le concept de Chem chez Piaget et élargir les concepts. Il a mis dans les centres de fonctionnement cognitif du sujet. Donc, qu'est-ce que le Chem? Vergniaud a dit que c'est l'organisation invariante de l'activité pour une classe de situations données. Une définition très belle. Mais, regarde, quand on dit que le Chem est l'organisation invariante, on ne dit pas que l'action est invariante. C'est très important de savoir faire la distinction. Et comment est-ce que je peux démontrer l'existence de Chem? Je vais donner un exemple
sorti d'une recherche sur le pêcheur du nord-est du Brésil. Cette recherche a été faite par un psychologue, Jorge Falcão. Il a fait sa thèse avec Gérard Vergniaud. Il a fait une étude sur les connaissances qui sont utilisées en action pour des travailleurs qui n'ont pas une connaissance formelle. Ça veut dire ils ne savent pas écrire, lire, mais ils ne savent les mathématiques, par exemple, mais ils utilisent beaucoup les connaissances en action, les connaissances pratiques. OK? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a étudié le pêcheur brésilien. Ils utilisent un petit bateau à toile. Et ce bateau, ils utilisent le vent pour sortir dans la mer, pour pouvoir pêcher. Et Jorge Falcão a étudié comment est-ce qu'ils utilisent la vitesse du vent, l'intensité, la direction, le sens du vent, l'organisation de la toile pour qu'ils puissent se déplacer d'un lieu à l'autre. Quand on fait des choses comme ça, on a bien sûr un but, qu'est-ce qu'il veut faire, où il veut arriver. On a plusieurs des connaissances, même si les pêcheurs ne savent pas mettre en mots les connaissances. Ils ne connaissent rien de force, vitesse, loi de Newton, vecteur, etc. Mais ils savent utiliser la composition vectorielle pour arriver dans un lieu où il y a une certaine quantité de poissons pour qu'ils puissent pêcher. Donc, l'idée, c'est de mettre en évidence les connaissances qui sont utilisées pour résoudre des problèmes, même si ces connaissances restent implicites, même s'il ne s'est pas formalisé ces connaissances. Donc, les schèmes de pêcheurs pour faire bouger, pour se déplacer dans la mer, ils sont des schèmes qui permettent au pêcheur d'organiser quelle est la direction, quelle est l'intensité, la vitesse du vent, quel est le lieu où je dois arriver. Donc, il y a une organisation interne de l'action. Il doit savoir le vent passe par où, quelle est la vitesse, comment est-ce que je dois organiser, placer la toile, comment je dois faire l'organisation de la direction du bateau pour arriver dans un lieu. Cette organisation, elle est invariante. Ça veut dire qu'il doit faire une séquence d'activités, une séquence de pas pour qu'il puisse réussir. Mais la façon dont chaque pêcheur va produire l'action, ça c'est dépendant du vent, ça c'est dépendant de le mouvement des eaux, de la mer, ça c'est dépendant de où est-ce que je dois arriver. Donc, je peux changer l'action, mais l'organisation intérieure que je dois faire interne est la même. C'est comme, par exemple, le schéma de préhension. Même si on n'est pas consciente pour prendre des choses, on fait beaucoup d'actions avant de prendre les choses. Par exemple, on doit estimer, on doit savoir si l'objet est lourd, s'il est léger, si l'objet il est chaud, si je dois prendre en utilisant les deux doigts, si je dois prendre en utilisant la main complète, si je dois utiliser deux mains. Ça veut dire que la façon dont on prend un objet, ça c'est dépendant de l'interaction que je veux faire. Mais l'organisation que je fais intérieure pour prendre, qu'il appelle le schéma, ça c'est invariante. OK? Donc, Gérard Vergniaud a décrit 4 grandes parties d'un schéma. Les buts, la manière dont on gendre l'activité, les actions, mais aussi les prises d'informations, les contrôles, les mécanismes de contrôle, les inférences qui me permettent de savoir si l'action elle est juste, si je veux réussir ou pas, si je dois changer la façon dont je vais faire les choses, etc. Et les invariantes opératoires. Les invariantes opératoires sont les connaissances qu'on utilise la plupart du temps implicites en action. Et je vais parler un petit peu sur, je dis sur l'exemple de pêcheur.
je vais dire sur les invariants opératoires parce que c'est le deuxième concept très important que j'utilise beaucoup dans mes recherches parce que c'est ce que permettre de suivre le processus de construction des connaissances, des concepts scientifiques à chaque étape de sa construction. Donc, Gérard Vergniaud a appris les idées de Bertrand Russell en logique sur l'idée de pertinence et vérité. Gérard Vergniaud a dit, quand on est devant une situation, on doit résoudre une situation, on fait d'une façon, la plupart du temps inconsciente, on fait deux actions différentes. On doit savoir quels sont les concepts pertinents pour résoudre la situation. Et une fois que je fais le choix de quels sont les concepts pertinents, je dois aussi produire de relations entre les concepts. Gérard Vergniaud a dit, les concepts qui sont tenus comme pertinents par le sujet face à une situation, on appelle concept en acte. Les relations, les propositions qu'on fait avec les concepts en acte, on pense en rendre, ils sont tenus comme vrais, on appelle théorème en acte. Je vais essayer de donner un exemple pour essayer de clarifier un petit peu cette relation. Et l'exemple, c'est sorti d'une recherche que je fais au master. Vous connaissez ce dispositif? C'est un brouillon de Franklin. Je fais la recherche de la distinction entre les concepts de chaleur et température. Je fais une séquence didactique avec beaucoup d'expérimentation, discussions en groupe, discussions avec toute la classe, et activités de simulation, etc. Et 6 mois plus tard, je fais des entretiens cliniques avec 6 élèves qui ont des trajectoires d'apprentissage très remarquées. Et donc, pour cet entretien, j'utilisais 3 questions théoriques et 3 expériences. Et l'une de ces expériences, c'est justement le brouillon de Franklin. L'idée, je donnais l'appareil aux élèves et je montrais que si je prends en bas l'objet, le liquide, il y a de l'alcool dedans, il monte. Et donc, je dis, il faut que tu m'expliques pourquoi le liquide monte vers le haut de l'appareil. Il faut expliquer le mouvement du liquide dans l'appareil. C'est justement une chose comme ça. Je vais donner un petit extrait d'un entretien que je fais. Alors, l'idée, c'est, tu dois expliquer pourquoi le liquide se déplace vers le haut. Une élève a dit, parce que le liquide reçoit de la chaleur de maman. Je dis, le liquide reçoit la chaleur? Oui, de maman. Et qu'est-ce qu'il arrive? L'élève a dit, les molécules sont agitées. Elle fait un mouvement, comme une chose comme ça. Les deux mains, elle a fait une chose comme ça. Et après, elle lève la main. C'est comme l'objet, il est ici. Il augmente la taille, le volume, il monte. L'explication qu'elle a donnée fait appel à une idée que maman, elle va transmettre une certaine quantité de chaleur. Le liquide augmente la température. Et si le liquide augmente la température, il va aussi subir une dilatation. Et comme il va augmenter le volume, il va monter. C'est l'explication qu'elle a donnée. Ça veut dire que les concepts qui sont utilisés, elle pense que la chaleur et la dilatation sont pertinentes. Et avec ces deux concepts, elle construit une proposition. La première, c'est que la chaleur fait augmenter la température du liquide. Et lorsque les températures augmentent, les objets se délatent. Dans cette situation,
Le théorème en acte 1 est vrai. Je donne de la chaleur, la température augmente. C'est vrai. C'est vrai aussi que la plus grande majorité des objets, quand ils reçoivent de chaleur, quand la température augmente, les objets se dilatent. C'est vrai aussi. Mais cette explication, elle n'est pas juste. Et pourquoi elle n'est pas juste? Parce qu'elle a pris en temps, elle a tenu comme pertinent le concept de dilatation, et le concept de dilatation n'est pas pertinent pour cette situation. Et pour mettre en évidence ce type de raisonnement, je fais une deuxième situation, je pose une deuxième question. Je dis, OK, si la chaleur que je donne augmente la température, augmente la taille, le volume, et le liquide monte, et si je jette de l'eau froide dans la partie supérieure de l'objet. Si elle est consistante, cohérente avec l'explication qu'elle avait donnée, elle va dire que l'eau froide, c'est au contraire, n'est pas la chaleur. Le liquide ne va pas recevoir de la chaleur. Il va perdre de l'énergie. La température doit passer. Et donc, si elle était cohérente avec l'explication, elle devrait dire que l'objet, le liquide, ne veut pas monter, il va descendre. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, si je reçois un eau, non, le liquide va descendre. Et je fais l'expérimentation. Je jette de l'eau froide et le liquide monte de place vers le haut. Et quand elle a vu ça, elle a dit, non, mais ce n'est pas possible. Elle essaie de nier parce que chez elle, l'explication de la dilatation est très forte. Elle pense vraiment que le concept de dilatation est pertinent pour résoudre la situation. Après, je n'ai pas mis tout l'entretien. Après, elle a dit, alors, l'explication doit être à cause de la pression. C'est vrai. Et je dis, mais pression? Quoi? Où est-ce que la pression? Explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis c'est à cause de la pression? Elle a dit, c'est parce que quand je prends avec ma main, je fais de la pression et le liquide monte. Regarde, le concept de pression est pertinent dans la situation. Maintenant, elle a fait une nouvelle erreur parce que le théorème en acte est faux. Donc, ce sont deux classes différentes qui peuvent conduire à ne pas réussir dans une situation. Soit parce que je prends comme pertinentes des concepts qui ne sont pas pertinents à la situation, ou je prends des théorèmes en acte de relations conceptuelles que je pense qu'ils sont vrais, mais ils ne sont pas vrais au niveau scientifique. C'est deux types différents de catégories d'erreurs. Si je simplement demande, donnez-moi l'explication, et si je dis, tu as fait une erreur, tu as réussi, tu n'as pas réussi, donc je perds l'occasion de savoir où est-ce que se trouve l'origine du problème de conceptualisation. Ce sont deux catégories différentes qui peuvent conduire à ne pas réussir dans une situation. Donc, je crois que c'est la plus grande contribution, et j'utilise beaucoup, c'est d'essayer de suivre la façon dont chaque sujet essaie de résoudre une situation pour savoir mettre en évidence quels sont les concepts en acte, les théorèmes en acte, qu'on ajoute ces deux catégories en disant les invariantes opératoires, quelles sont les invariantes opératoires que chaque personne utilise. Et quand on essaie d'étudier l'évolution temporelle des invariantes opératoires, on peut savoir la trajectoire d'apprentissage, de conceptualisation de chaque personne. Et, alors, pour finir les concepts importants, Gérard Vergniaud a dit aussi
il nous amène une définition de concept comme un groupe de trois ensembles qui sont étroitement liés, bien sûr. Le premier, ce sont les situations. Ça veut dire que un concept, il est opérationnel quand il y a des situations où je peux utiliser ce concept, c'est où on peut trouver l'opérationnalisation du concept. Aussi, apparaissent une nouvelle fois les invariantes opératoires. Ils font partie des connaissances dans les schèmes de sujets, mais ils sont aussi disponibles dans un univers culturel, je dirais. Les invariantes opératoires, elles sont dans notre société, parmi nous, et on peut prendre ce type de formulation en action, et aussi les façons qu'on utilise pour représenter le concept, soit le flux de la pensée, le langage naturel, le langage verbal, les dessins, les gestes, etc. Parfois, quand on va étudier le processus de conceptualisation, c'est très important de faire des enregistrements vidéo pour savoir quels sont les gestes, quelles sont les choses qui ne sont pas dites, mais qui sont importants pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de chaque personne. Et les gestes sont aussi construction culturelle. Okay? Si je fais un geste, par exemple, un geste, si je fais, excusez-moi les Brésiliens, si je fais un geste comme ça, qu'est-ce que tu comprends? Je fais une chose comme ça. Ça veut dire quelque chose pour vous? Ici, on ne fait pas ça au Brésil, par exemple, parce que ce n'est pas gentil de faire une chose comme ça. Oui, ici, a une connotation sexuelle. Ne jamais faire ça par un Brésilien. OK? OK? Tout le monde connaît, par exemple, le geste où on place le doigt. Oui, c'est presque la même chose en portugais. Quand on fait une chose comme ça, ici, c'est pour injurier, ça incommode beaucoup, on ne peut pas faire ça. Je fais ça, mais je ne suis pas à la volonté pour faire, parce que c'est comme dire un gros mot, ce n'est pas gentil, n'est-ce pas, moi? Donc, c'est la raison par laquelle on utilise une unité d'analyse. Cette unité d'analyse, elle essaye de rajouter les deux concepts principaux qui sont le schème et les concepts dans une unité pour bien comprendre le processus de conceptualisation. D'un côté, on a un domaine que je dirais plus culturel, c'est partagé pour tout le monde, pour une société, pour un groupe, où on a les concepts qui sont disponibles. Les concepts ne sont pas des choses qui restent dans l'esprit d'une personne. Les concepts, ils servent juste pour partager les idées, pour parler sur les choses, pour construire, pour dire des choses. Donc, d'autre côté, on a un domaine plus, je dirais, subjectif, où on trouve des formulations qui sont personnelles. Et ce sont justement les invariantes opératoires qui font la liaison entre ces deux domaines. Ça veut dire que ce sont des connaissances qui permettent d'interagir d'un sujet, d'interagir avec toutes les choses qui sont hors le sujet. Ce sont par rapport à ce type de connaissances que je peux reconnaître les situations à résoudre, que je peux faire un recueil de quelles sont les données disponibles et que je peux travailler. Si je n'ai pas des invariantes opératoires, si je n'utilise pas des invariantes opératoires dans le même niveau de la situation, je ne sais quoi faire. Je ne sais d'où je dois commencer. Donc, ah oui, OK. D'accord. Donc, c'est l'unité d'une analyse que j'essaie de faire. Donc, toutes les situations où je présente au sujet dans la recherche, soit dans une
entretien, ou même en classe, en faisant une séquence didactique, etc., j'essaie de retrouver quelles sont les invariantes opératoires utilisées, de cataloguer, de faire un tableau pour tous les invariantes opératoires qui sont utilisées pour résoudre le problème. Et après, par le moyen des invariantes opératoires, je peux aussi savoir quels sont les schèmes utilisés et quels sont les concepts qui sont tenus comme pertinents par le sujet dans une situation. Ça me permet de savoir quel est le niveau de développement, de construction d'un certain concept. Quelles sont les choses d'un concept qui sont déjà construites, déjà établies, et quelles sont les choses qui sont encore en processus. D'accord, l'idée, c'est juste. Donc, on a, en gros, 3 grands niveaux de recherche en utilisant la théorie des champs conceptuels. Le niveau qu'on appelle, j'appelle le niveau micro, c'est la description des invariantes opératoires, seulement ça. Je dis, je fais une situation, je dis, oh, les invariantes opératoires qui sont liées à ce type de recherche sont telles, 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 telles. On peut aller plus loin en faisant une recherche de niveau méso, où on utilise les invariantes opératoires pour faire une description de quels sont les schèmes. Donc, on va un petit peu plus loin, parce qu'on doit décrire aussi les règles d'action, les buts, l'organisation interne du sujet, qui utilise les invariantes opératoires, mais la description maintenant est plus vaste et ça prend plus de temps. Et on peut faire aussi, au niveau macro, qui c'est la description d'un champ conceptuel. Donc, on doit faire la description des invariantes opératoires, des schèmes qui peuvent être utilisés par le sujet en face des situations, mais aussi catégoriser les problèmes, catégoriser les situations d'apprentissage. Décrire un champ conceptuel, ça veut dire faire une liaison entre les concepts, quels sont les concepts les plus importants, quelles sont les relations qui existent entre les concepts, etc. Ça prend beaucoup de temps. C'est la recherche originale de Jacques Vergniaud en mathématiques, des structures multiplicatives. Il a fait des choses comme ça, il a catégorisé tout le type de problèmes et quels sont les âges où le problème peut être résolu par le sujet. Donc, il a fait une description très vaste, très, je dirais, minutieuse sur le type de problème. Et aussi, quels sont les schèmes, comment les schèmes évoluent pendant le temps et quelles sont les invariantes opératoires qui sont utilisées. Sur l'entretien, mais tu dis aussi cette invariance est amenée à évoluer. Donc, chez un sujet donné, il va évoluer. Donc, ils sont invariants par rapport à quoi? C'est pas l'invariance me meurt depuis longtemps. Je sais que quand j'étais à Genève, à chaque fin de mois, je passais 1, 2, 3 jours à l'Université de Paris 8 en étudiant avec Gérard Vergniaud. Et je lui ai dit qu'il était un très bon savant, très bon théoricien. Il a fait une théorie très importante. Mais pour donner les noms, il n'est pas bon. Par exemple, l'idée des théorèmes en acte, ce n'est pas un théorème comme en mathématiques. C'est une relation. Oui, il y a des nuances. Il y a des nuances, mais donc les noms, par exemple, pour les gens qui ne sont pas de mathématiques, on a vu, oh, théorème en acte. Non, je ne veux pas jamais utiliser ça en histoire, par exemple, en sociologie. Non, théorème, non. Je ne suis pas de sciences exactes. Est-ce que invariante n'est pas une chose qui ne change pas? Invariante, c'est la façon dont on résout le problème. L'action n'est pas invariante, c'est ce que je dis. Mais le fait il faut, même d'une façon inconsciente, il faut choisir quelles sont les données qui sont présentes dans la situation. Et d'une vaste myriade de données, choisir quelles sont les pertinentes, c'est comme on fait, c'est invariante. Mais le choix, aujourd'hui, que je fais demain, que je veux faire d'ici un an,
les concepts que je vais choisir, ce sont différents. Et les niveaux d'appropriation de concepts en acte, ça sera différent, avec l'apprentissage, avec le développement cognitif, etc. Mais le processus d'approche dans une situation et d'essayer de résoudre est invariant. L'idée qu'il y a une séquence de choses que je dois faire pour résoudre. C'est lui. Oui, 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 oui. L'idée qu'il y a, et bien sûr, quand je dis, je fais la séparation entre le choix des concepts pertinents et la construction de relations conceptuelles que je pense qu'ils sont vraies, les deux choses sont presque en même temps. Je fais cette séparation par une question méthodologique pour essayer de comprendre le processus. Mais il n'y a personne qui... Non, je veux choisir quels sont... Non, ne c'est pas comme ça. Mais il y a un processus mental, il y a un processus interne dans le sujet permettant de faire ce type de choix, de construction de relations. Même si on n'est pas conscient que ce qu'on fait ça. L'idée de la recherche dans les champs conceptuels, c'est de reconstruire un chemin, sachant que si je demande au sujet de ma recherche dans un entretien, tu as pensé ça? Il va dire non. Mais c'est par rapport aux choses qu'il fait, les choses qu'il dit, le geste, la façon dont il essaie de faire des erreurs, comment il va dire non, cette situation, non, je ne vais pas réussir, je vais essayer d'une nouvelle fois, d'autre façon. C'est cet ensemble de données qui me permettent de reconstruire une trajectoire interne et dire, il a utilisé tel concept en acte. Et celui-ci, c'est invariant. Pas le concept choisi. OK? Mais je suis d'accord que Gérard Vergniaud, personne n'est parfait. Hein. Il a essayé de faire des choses comme ça. Je vais essayer de donner quelques exemples. Et le premier, c'est un travail très intéressant de Nadia Rier. Elle est professeure à l'Université de Lyon. Il a fait une recherche sur les travailleurs. Pardon? Oui, 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 oui. Salut. Ah oui, oui, c'est Nadia. Elle a fait une recherche très intéressante sur les mathématiques intuitives de travailleurs. Au Brésil, on a au nord-est du Brésil des grandes plantations de canne de sucre. Et les travailleurs coupent la canne de sucre. Ils vont sur le terrain, ils coupent, ils font des paquets, des gros paquets de canne de sucre de 10 kilos environ. Ils vendent ces paquets à un grand producteur de sucre. Il y a un boisson qui s'appelle cachaça, je ne sais pas si vous déjà connu, c'est très bon, n'est-ce pas? Et oui, à partir de la canne de sucre, on peut faire du sucre au cachaça, ou le deux. Et elle essayait, ces travailleurs, ils ont une scolarité nulle. Ils ne savent pas écrire, ne savent lire, ne savent pas faire la multiplication, division, addition, etc. Donc, elle essayait de voir comment est-ce que ce type de travailleurs, ils peuvent savoir combien il va recevoir par un jour de travail. Et elle a fait des entretiens avec ces travailleurs. Et juste après, pour étudier si les schèmes qui sont utilisés, si les invariantes opératoires, ils sont globales ou s'ils sont restreints à une situation, elle a posé une question c'est la même question, mais elle a changé les contextes. C'est juste pour savoir si la connaissance en mathématiques, elle est globale ou elle est très restreinte. Alors, un cadre de classe, c'est une personne responsable pour prendre toute la production des travailleurs. Il achète cette production pour les grands producteurs de canne de sucre. C'est le nom qu'il reçoit. Il a pesé 3 paquets de canne de sucre pour calculer les salaires du travailleur.
Le premier paquet avait 10 kilos, le deuxième 12, le troisième 11. Le travailleur avait coupé 300 paquets et la tonne était de 450 cruzeiros, c'est la moyenne de l'époque là au Brésil. Aujourd'hui, il a changé, c'est le réel. Combien les travailleurs vont recevoir? Un travailleur a dit, attendez, et il a coupé 300 paquets à 12 kilos. Il dit non, 11, 12, 10, le travailleur. 11, 12, 10, c'est 11. Il a fait la moyenne. 12, il dit, lui payera pour 11, disons. Mais comment fait-il? Il a dit, parce que je coupe la canne et je le sais. Mais la plupart du temps, il ne fait pas comme ça. Il payera 10, comme n'importe quel paquet, il va payer 10 pour 10 kilos. Mais si nous disputons beaucoup, il dit, OK, comme j'ai pesé un des 12, je quitte les 11. Et après, mais pourquoi va-t-il choisir le 11? Elle insiste pour savoir comment est-ce qu'il a fait la moyenne entre les numéros. Elle dit, il ne choisira jamais celui-ci. On pense qu'on a le droit parce que s'ils avaient l'un à 10 kilos, l'autre à 12 kilos, mais il choisira toujours le plus léger. Par exemple, il trouve un 12, il ne s'arrêtera pas, il va continuer à peser, à trouver des autres paquets jusqu'à qu'il trouve le plus léger. Il va peser jusqu'à 5 ou 6 paquets. Et quand il trouve un plus léger, il va calculer les salaires par celui-ci. Mais pourquoi avez-vous dit 11? Elle a insisté. Pourquoi elle a dit 11? Ah, parce que c'est celui du milieu. Et c'est important parce qu'il me semble que n'importe la quantité de paquets avec 10 kilos ou 12 kilos. 11 est le milieu, donc c'est la moyenne. Même s'il coupe 200 paquets de 12 kilos et un seul paquet de 10 kilos, la moyenne est 11. Ensuite, après, elle propose un deuxième problème. Un monsieur avait une plantation de bananes. Il vendait ces bananes à 370 cruzeiros par tonne. Un marchand qui voulait acheter les bananes lui a dit qu'il ferait une moyenne de poids de 3 grappes de bananes pour calculer les prix. 1, 3 et 2 kilos. C'est le même problème. Combien devait-il payer? Qu'est-ce que le même travailleur dit? Ah, je ne sais pas parce que je ne coupe pas de bananes. Elle a décrit alors, en faisant ce type, oui. Elle a dit, mais vous avez déjà résolu le problème comme celui-ci des paquets de cannes. Ils seront ensemble, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ces histoires de bananes sont plus difficiles. Donc, si vous dites qu'au lieu de bananes, c'était la canne, je dis, vous plaisantez. Vous avez déjà vu un paquet 1 kilo de canne. Les paquets sont de 10 kilos, ce n'est pas possible. Donc, elle commence à décrire les caractères, je dirais, plus localisés de la construction. Il sait résoudre un problème, il est accostumé, donc il a développé un schéma spécifique pour une situation, mais ce schéma n'est pas capable de faire une idée globalisante générale. Je laisserai après la référence, si quelqu'un voulait, c'est très intéressant cette recherche. En physique, c'est une recherche que je fais avec André Sa sur la construction de la notion des couleurs et d'ombre. Donc, on a utilisé un projecteur qui peut utiliser seulement la lumière rouge, seulement la bleue, seulement la verte, ou on peut faire un mélange entre les deux. Et on a fait plusieurs d'activités. Et à chaque activité, on a fait pour les enfants de 4, 5 ans, après pour 7, 8 ans, 9 jusqu'à 10 ans. Et on a envie de reproduire pour les adolescents, les adultes, dans et hors les espaces scolaires, pour savoir, c'est l'idée de construire une notion d'un champ conceptuel de la lumière, de l'optique, mais on est encore en train de faire la recherche. Dans ce moment-là, ici sont des étudiants, des élèves de 7, 8 ans,
Et je prends un petit extrait de leur recherche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la projection sur un mur blanc, sur une toile blanche, un écran. On a utilisé les 3 couleurs. Donc, quand on fait le mélange entre la lumière rouge, bleu et vert, on a le blanc, la production de blanc. Donc, on a donné, parce que les physiciens sont tout à fait très méchants, on a donné un crayon couleur bleu, un crayon rouge, un crayon vert, et on demandé des élèves de reproduire l'expérience qu'on a fait en utilisant le projecteur, en faire le coloriage sur un papier blanc. Et le plus qu'ils essayent de colorier, le plus foncé ça mène, parce que ce sont des situations différentes. L'idée, c'est juste de faire la contradiction, c'est juste pour donner un exemple d'une situation qu'ils ne vont pas réussir de reproduire et essayer de trouver quelle est l'explication qu'ils vont donner. Comment est-ce qu'ils vont résoudre ce problème-là? OK? La première idée, c'est un problème de l'ordre de coloriage. Donc, il commençait pour le vert, après le rouge, après le bleu. Alors, je vais essayer de faire au contraire. Je vais commencer par le bleu, après le rouge, parce que le premier concept en a, c'est que l'ordre de coloriage, c'est important. Il pense que c'est pertinent. Il essaie de faire, mais pas réussi. Donc, ce n'est pas un concept, je dirais, pertinent. Donc, il faut faire des autres choses. Alors, je pense que la pression pour colorier, c'est important. Donc, dans des dessins au milieu de la projection, on peut voir ici, l'élève a essayé de faire avec beaucoup de... en utilisant des ordres différents. Ici, il l'a fait de façon plus légère. C'est comme s'il commence à colorier, mais plus, moins de pression sur la feuille. Là-bas, à droite, dans la tête, c'est la même chose. Après, il dit non, il n'a pas réussi. Après, il dit non, je sais pourquoi. C'est parce que les crayons, ils n'ont pas d'énergie. Le projecteur, il a de l'énergie parce qu'il est branché, il a de l'énergie électrique. Donc, la différence, c'est que le crayon, il est plus, je dirais, foncé. Mais si j'utilise des stylos feutres, je vais réussir. Donc, je dis, OK, tu peux utiliser. Il a essayé de faire le coloriage, il n'a pas réussi. À la fin, beaucoup d'élèves, ils ont arrivé à une conclusion en faisant une comparaison, une analogie très intéressante. Dans une activité antérieure, dans la recherche, je fais des ombres. J'ai mis ma main entre le projecteur et l'écran pour faire des ombres colorées. Ce sont des ombres de plusieurs couleurs. Et l'explication finale qu'on est arrivé, c'est que ils ont dit, de la même façon que quand tu mets ta main entre le projecteur et l'écran, tu fais un ombre parce que ta main empêche que les rayons lumineux arrivent à l'écran. Une couleur empêche à l'autre de se propager dans l'espace et arriver à mes yeux. C'est le début de la construction de la notion d'absorption. Ce n'est pas encore établi, bien sûr. Il faut faire beaucoup des autres études, de peaufiner les concepts, etc. Mais ils ont commencé à construire une idée que c'est possible, une couleur, empêcher la propagation de l'autre. Ils ont fait la comparaison entre ma main. Donc, quand on fait une activité enseignante, on donne aussi des possibilités de construire des analogies, de tester des modèles, etc. OK? Une deuxième recherche. Il nous reste 2 recherches. Ici, cette recherche a été développée en Argentine par Maria Ritotero, uma grande colega, Arlego et Fabiana Prodanoff. Elle était doctorante. Je fais partie du jury. C'est très intéressant la recherche. Ils ont étudié, c'est comme je fais aussi, la transition entre les modèles classiques de la mécanique et le modèle de la relativité, en mettant l'accent sur l'analyse de référentiels différentes. Et
il y a beaucoup de données de recherche. On présente comment est-ce que je peux, par exemple, résoudre un problème. Et ces problèmes, c'est très intéressant. Supposons que nous sommes dans un wagon, dans une voiture. Nous n'avons pas la possibilité de voir à l'extérieur. Dans le wagon, il y a une pendule simple accrochée au plafond. Que pouvons-nous faire pour savoir si nous sommes en mouvement? Ou, c'est la même chose, si je sais déjà que le wagon est en mouvement, et si ce wagon s'arrête, quelles sont les impressions que j'ai dans le wagon? L'idée, c'est juste de savoir l'influence de choix d'un référentiel quelconque pour étudier un mouvement, la vitesse, etc. C'est un pas très intéressant parce que si je dis dans la théorie de la relativité que le temps est relatif à quoi? Donc, il faut bien placer où est-ce que je pose mon référentiel pour faire les études, etc. Et Fabien Prodanov a demandé aux élèves de faire des dessins pour dire des choses. Et c'est intéressant parce que si un wagon, s'il se déplace en ligne droite, vitesse constante, si je pourrais regarder dans le wagon, la pendule ne bouge pas, elle reste mobile. Et le dessin montre que si le wagon se déplace vers la droite, c'est comme si la pendule reste en arrière. C'est vrai ça si je fais une accélération, mais si la vitesse est constante, ça n'arrive pas. Donc, ils ont étudié beaucoup quels sont les concepts, une nouvelle fois, rendre en tant que pertinentes pour résoudre une situation comme celle-ci. C'est très intéressant la thèse de Fabien Prodanov. Et enfin, la recherche sur la construction de la notion de concept d'éléments chimiques en sciences physiques. C'est une thèse doctorale aussi, la référence à la fin. Il fait une étude très intéressante sur la construction des invariantes, au sens que j'avais donné, et la construction des concepts scientifiques. Bien entendu, quand on dit un concept inacte, n'est pas un concept scientifique, parce qu'il est en processus de construction. On essaie de construire un concept, donc il n'est pas un concept déjà établi, déjà formalisé au niveau scientifique, au sein d'une théorie quelconque. Mais il y a quelques éléments que je peux prendre d'un concept pour savoir quel est le niveau de construction de relations conceptuelles qu'on peut établir. Donc, l'étude, il a fait justement comme ça. Il a dit qu'il existe un lien intime entre invariant et concept. Il a dit une chose très intéressante sortie de plusieurs des activités qu'il a fait sur réactions chimiques du cuivre. Pour construire le concept, il semble bien falloir construire l'invariant. En revanche, bien construire l'invariante ne garantit pas à tous les coups de construire le concept. Ça veut dire que les concepts en acte sont des étapes très importantes vers la construction d'un concept scientifique. Et c'est juste en appuyant sur plusieurs situations différentes où j'essaie de savoir quelle est la pertinence d'un concept à chaque situation que je peux construire une vision plus générale, plus globalisante, je dirais, ce qu'on peut dire, on peut appeler des concepts scientifiques permettant de dire plusieurs de choses en général, impliquant plusieurs de situations différentes. Et il a dit, et c'est important celui-ci, l'analyse des filiations cognitives des sujets nous renseigne sur l'émergence de l'invariante, la construction de concepts scientifiques d'éléments chimiques, ainsi sur le rôle probable des représentations construites en cours d'apprentissage. Ici, c'est, à mon avis, la conclusion, l'une des plus importantes, plutôt
que de chercher à catégoriser les concepts scientifiques en tant que tels. Peut-être pourrions-nous catégoriser les invariantes. Ça veut dire faire une espèce de hiérarchie de quelles sont les invariantes, quels sont les pas qui sont importants pour arriver à la construction d'un concept scientifique. Donc, les types de recherche que j'essaie de faire, c'est juste comme celle-ci, catégoriser les invariantes en disant que si j'arrive à utiliser ce type de variante, donc le niveau de construction conceptuelle est tel. Donc, ça peut aider, pas seulement dans la recherche, mais aussi pour construire des outils didactiques qui nous intéressent en tant que prof, en tant qu'enseignant, et savoir quelles sont les possibilités de construction conceptuelle à chaque niveau de développement cognitif. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Les corrélations spécifiques en pensant dans les domaines de didactique, spécificité des concepts scientifiques, mais aussi quels sont les publics et aussi quels sont les scénarios où ces concepts pourront être utilisés. Donc, il fait une analyse au niveau méthodologique pour savoir quels sont les concepts, quels sont les sujets, quelles sont les situations, quelles sont les tâches, les défis qu'il va proposer aux élèves pour savoir s'il va ou ne va pas réussir dans la construction de ces invariantes. Ici, je laissais toutes les références que j'utilisais pour faire cette présentation. C'est très bref. Donc, il y a beaucoup d'autres concepts de la théorie de champ conceptuel. Et si quelqu'un s'intéresse, savoir un petit peu plus, j'ai beaucoup de références, de textes, etc. Et donc, je vous remercie beaucoup pour l'attention et on passe en phase des échanges. Merci beaucoup. Questions? Oui? Les situations que tu as montrées dans nos exemples reposent des impacts logiques sur cette idée de conflit cognitif. À chaque fois, ce que moi, je vais chercher dans ce dos, c'est ce que j'appelle le positif. C'est-à-dire, d'accord, que tu cherches à, tu l'as bien dit au début, tu cherches à perturber l'élève qui se trouve en difficulté par rapport à la défense de la question et qui provoque ces concepts en axe. Est-ce que Vergniaud parle de conflit cognitif? Comment est-ce qu'il décrit le fait que ces situations sont pertinentes, permettent de mettre en évidence ces valeurs? Oui, bien sûr. Très bonne question. Il y a une citation de Gérard Vergniaud dans un texte, il dit que si on il dit déstabiliser, si on ne déstabilise pas les élèves, ils n'ont pas raison pour apprendre. Par contre, si on essaie de déstabiliser trop, ils ne vont pas non plus apprendre. Il a dit que, alors, Piaget nous apprend quels sont les mécanismes d'apprentissage, mais Vygotsky nous incite à la prudence. N'est-ce pas? Bon. Oui. En sachant quel est le niveau, quels sont les problèmes que je dois poser. Donc, l'idée des conflits cognitifs est toujours présente. Il y a... Parce que si j'essaie de faire une recherche pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau interne, au niveau dans la tête, dans l'esprit de chacun, sans déstabiliser, je ne vais pas réussir. C'est très important de créer des conditions où les connaissances de sujets dans la recherche, ils peuvent être utilisés, mais ils ne sont pas tout à fait suffisants. Ça veut dire que le problème que je dois poser n'est pas être déjà connu, bien sûr. Sinon, il va donner une réponse très scolaire qu'on peut trouver dans les manuels scolaires, par exemple. Bien sûr. Dans ces livres,
il y a un chapitre de Guy Brousseau en faisant justement, il essaye de faire une liaison, comme tous les savants, ils posent des critiques. Gérard Vergnaud pose des critiques à Brousseau, bien sûr, mais il essaie de faire quels sont les liens entre les deux idées. L'idée des situations didactiques est bien sûr tout à fait présente. Si on dit à Gérard Vergnaud, non, c'est la même chose, il va prendre le livre, je dans la tête, mais il a dit qu'il y a des différences. Bien sûr qu'il y a des différences, parce que l'approche de Gérard Vergnaud est plutôt, je dirais, psychologique au niveau de qu'est-ce qui se passe dedans. Il utilise les situations, les conflits cognitifs en tant qu'une stratégie pour pouvoir mettre en évidence quelles sont les connaissances implicites. Il ne fait pas une théorie des situations didactiques. Les situations didactiques sont, chez Gérard Vergnaud, je dirais, un outil, une ressource pour qu'il puisse mettre en évidence les invariantes opératoires. C'est juste comme ça. Avant l'organisation, il parle de représentation. Alors, représentation, vous allez parler à la public, représentation, préconception. Moi, il est aussi. C'est après. C'est après. Le rôle probable des formations construites en cours d'apprentissage. Eh bien, quelle est la différence, quels sont les liens entre ces représentations dont il parle quand même? À mon avis, ce n'est pas un cabinet de chez Vergnaud. Mais où est-ce que je vais voir ça par rapport à cet élément-là qui par rapport à l'intérêt opérateur? Alors, c'est le problème quand on a un petit peu de temps pour parler d'une chose qui doit être parlée dans 30 heures. Il fait le développement du modèle de représentation en tant qu'un flux de conscience. La représentation peut être aussi un ensemble de schèmes. Donc, je crois qu'on peut discuter après, si tu veux, mais parce qu'il faut au moins 40 minutes pour dire. Mais il essaye de faire l'idée de représentation en tant que on utilise un ensemble de schèmes pour rendre présent une nouvelle fois l'objet. C'est l'idée de représenter, c'est présenter une nouvelle fois. Donc, je prends contact avec un objet, je peux construire une notion interne de cet objet, et après, quand je dois utiliser en tant qu'un objet mental pour réfléchir, pour faire des simulations, pour faire qu'est-ce que va... Donc, cet ensemble de schèmes me permettent de travailler avec cet objet, cette représentation de l'objet, même s'il n'est pas présent dans la situation. Donc, c'est presque, je dirais, qu'est-ce que les élèves ont fait quand ils ont dit « Ah, c'est la même chose quand je fais le coloriage, de chaque couleur peut cacher les autres, c'est la même chose que tu as fait quand tu as mis le mot. » Maman n'était pas là au moment où ils ont donné l'explication, mais ils ont utilisé une représentation déjà construite dans une autre situation pour essayer de faire des analogies. Donc, il fait des études comme ça. Mais oui, on a... Oui. Et il y a un texte de Gérard Vergnaud qui le dit, le titre, c'est juste « La représentation est-elle autre chose que la conceptualisation ?» Interrogation. Il fait l'étude, c'est juste... Oui. Il fait juste cette discussion et c'est très intéressant. Le texte, c'est pas trop long, mais c'est dense. Il essaie de faire juste ce type de relation. La construction des concepts scientifiques est aussi, c'est la même chose que la construction de représentations. Bon, il a dit que non, qu'il y a des spécificités de chaque chose, mais bien sûr, les deux processus, ils vont ensemble pendant la construction, pendant l'apprentissage, bien sûr. Ouais. Oui.
Merci, Gabriel, pour ton exposé. Alors, en caricaturant un gros trait, on pourrait dire que la théorie des champs conceptuels est un outil diagnostique. Un gros trait. Donc, faire émerger finalement des idées produites par des élèves. Et ma question est la suivante. Parmi tous les exemples que tu as donnés, je vais en pointer un, mais finalement, l'autre, hein, c'est celui de la position du pendule lorsque le véhicule avance. OK, voilà, il y a, je dirais, soit une représentation, soit une idée pour les élèves. Et la question est un peu impertinente, mais que fait-on avec ça? La théorie des champs conceptuels, en quoi peut-elle finalement mieux faire apprendre les choses? Comment est-ce que tu vois? La théorie des champs conceptuels, elle n'a pas l'envie, Gérard disait toujours ça, elle n'a pas l'envie d'être une théorie didactique. Elle est plutôt psychologique. C'est juste d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on construit le problème. Il faut que les didacticiens prennent les choses qui sont réveillées dans la recherche et transforment ce type de connaissances dans un matériel, je dirais, utilisable dans la salle de cours pour faire apprendre. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est que si je sais quelles sont les trajectoires, quelles sont les façons dont chaque personne apprend une chose, on peut aussi savoir que si je pose tel problème, les types de réponses, si je déjà sais quelles sont les possibilités de réponse, c'est possible de construire une narrative, un projet dans une classe pour, par rapport les types de réponses que je veux recevoir des élèves, de poser de nouvelles questions en arrivant à la construction des concepts scientifiques. Donc, ça m'aide, par exemple, dans la planification des activités enseignantes, la façon dont je vais poser le processus d'évaluation des apprentissages, de savoir interpréter quels sont les types de production des réponses que je vais recevoir. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de possibilités différentes. Et ça, c'est dépendant, comme je dis tout à l'heure, ça, c'est dépendant de la nature de la connaissance que je vais travailler. J'imagine que quand j'essaie d'enseigner la mécanique, les lois de Newton ou des autres choses qui sont plus, je dirais, abstraites, comme la notion des champs, l'ensemble d'invariantes opératoires qui sont mobilisées dans les deux types d'apprentissage ce sont des ensembles différents. Donc, je crois qu'elles permettent d'utiliser les professeurs, les enseignants, pour, premièrement, savoir quels sont les problèmes le plus adéquats à chaque niveau d'âge et aussi de savoir, de bien comprendre les statuts de réponse qu'on va recevoir. Ça, c'est, en tant qu'enseignant, que professeur, c'est très important. Oui. Et c'est bien ça. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, moi je sais bien en tant que chimiste, j'ai besoin d'avoir une information profite d'une tia comme ça de chimie, en me disant, tiens, je vois le mot émergence de l'invariant. En chimie, comme Valérie, moi j'ai un peu de problème. Et que, autant ça va avec les situations de pertinence pour le concept, ça va avec les présentations langagières et de gestes et de dessins, autant avec un invariant, j'ai plus de difficultés. Donc je voulais te poser simplement la question suivante, très précise. Dans le cas de l'application qui est là, donne-moi un exemple d'invariant construit, conceptant le concept d'élément chimique. Après, je vais laisser ces questions. D'abord, c'est un exemple d'invariant. Sur ce point-là, par exemple, sur l'élément chimique, puisque tu m'as montré cette dia-là, donc qu'est-ce qui a émergé dans ce public-là comme étant un invariant définitoire? Non, c'est pas la même chose. Le premier invariant qui existe, c'est, par exemple, quand je fais une réaction, il utilise, je n'ai pas pris le protocole, mais il utilise la réaction où il semble que une certaine quantité de cuivre disparaît.
Et après, il donne le problème, il faut faire réapparaître le cuivre, etc. Le premier invariant, c'est que les atomes, les éléments, ils ne disparaissent pas. Ils ont une existence indépendamment de ce que je peux voir, par exemple. C'est la première construction. Parce que si je crois que c'est possible que les éléments disparaissent, par exemple, je veux travailler le problème d'une façon différente. Donc, l'idée de, je vais construire un processus pour faire apparaître une nouvelle fois l'élément, le cuivre. Donc, ça part d'une variante que il y a une existence indépendamment des choses que je veux. C'est une variante. C'est un premier et c'est important pour la construction de l'idée d'un concept d'élément chimique. OK? Le deuxième, c'est que c'est possible de faire une réorganisation entre les éléments chimiques. Ce n'est pas évident, ça, on ne peut pas voir des choses, mais je crois que les éléments, ils ont la possibilité de faire une réorganisation en substances différentes. Il va décrire plusieurs d'autres, je ne me souviens pas de tous les autres. Donc, il va faire la description à chaque niveau, à chaque expérience qu'il propose, quelles sont les invariantes qui sont développées, combien d'élèves qui développent dans la première activité, dans la deuxième, la troisième, et quelle est l'évolution au niveau des explications qui sont données par les élèves dans les situations qui sont proposées. Donc, et on en a plusieurs. Mais, par exemple, je fais dans la recherche de master la distinction entre chaleur et température. Je travaille un petit peu sur le modèle de particules. Un invariant qui c'est très important de construire, c'est l'idée que les particules, ils bougent sans cesse, même si on ne voit pas, même si je regarde cette table, je ne vois pas les atomes, les molécules qui bougent, mais il y a une situation très importante pour comprendre le concept de température, qui c'est une invariante qui dit que n'importe quel objet, n'importe quelle substance, les particules bougent, vibrent sans cesse, tout le moment. Donc, c'est un pas. Je ne comprends pas les modèles de particules, je ne comprends pas le concept de température sans la construction de cette invariante. D'accord? Correct par une communauté. Quand je réussis de rapprocher les concepts, les propositions que je pense que je tiens en tant que correctes, quand je réussis de rapprocher cette conception aux conceptions scientifiques, c'est un bon indicatif que j'ai bien appris les concepts. Donc, par exemple, je ne peux pas dire qu'une personne a bien compris les concepts de température s'il reste encore dans un modèle où il dit que toutes les particules restent en repos. Ce n'est pas cohérent. Ça, je suis sûr que si je pense que les particules ne bougent pas, ce sont immobiles, sont rigides dans les solides, qu'il y a cet ensemble de situations où il ne va pas réussir dans le concept de température. Donc, la construction de cette invariante est essentielle pour que je puisse dire, OK, tu as appris, tu sais qu'est-ce que signifie température au niveau scientifique. OK? Donc, simplement, je pense que ce n'est pas que diagnostic, c'est aussi une manière de créer des dispositifs didactiques en disant, si je veux, par exemple, distinguer deux concepts proches, chez moi, c'est chaleur, température, chez moi, ce serait atome, élément. Par exemple. Eh bien, il faut que je montre d'une manière ou d'une autre par des situations choisies que les invariants ne sont pas les mêmes. Est-ce que j'ai raison avec ça? Les invariants ne sont pas les mêmes. Et je pense... Oui, bien sûr, mais tu penses par exemple, la culture, quand je dis la culture, je dis au sens très large.
l'ensemble de toutes les choses qu'on sait, toutes les choses qu'on fait. La culture, elle disponibilise plusieurs variantes, plusieurs de théorèmes en acte. Il y a une certaine quantité de théorèmes en acte qui sont plus proches ou qui sont identiques aux formulations scientifiques. Donc, le plus que je m'approche de ce type de formulation, je dis que je suis plus capable de raisonner en tant qu'un scientifique. Et donc, c'est de créer c'est d'adaptement vers toi. Vers proche de... Oui. Il y a un peu plus familial que c'est varié. C'est la raison par laquelle je fais le choix de travailler dans ce type d'unité d'analyse. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a par exemple, je vais essayer de donner un exemple qui c'est tout à fait une proposition de recherche que j'ai déjà posée pour encadrer un doctorant. Aujourd'hui, on parle beaucoup sur le chat GPT. Et je préfère dire chat GPT, parce que GPT n'est pas très bon. OK. Mais regarde, il y a beaucoup de discussions sur la possibilité d'utilisation de ChatGPT en tant qu'un outil d'apprentissage pour faire apprendre, etc. Mais le codage de l'intelligence artificielle a pris beaucoup d'informations disponibles sur Internet. Donc, ce type d'informations, je veux croire qu'il y a aussi, de la même façon qu'on peut trouver dans la culture au sens large, on va trouver chez les ChatGPT plusieurs de conceptions alternatives, plusieurs de façons de penser, entre guillemets, bien sûr, mais plusieurs façons de concevoir les explications, la résolution des tâches, etc., qu'on peut trouver chez les êtres humains. Donc, j'ai déjà posé quelques questions au ChatGPT. Je fais des essais en utilisant, par exemple, circuits électriques, mécaniques, etc. Et, bien sûr, c'est très rapide les choses que je fais, mais c'est possible de trouver des problèmes de construction. Le ChatGPT fait des choix d'explication parfois qui ne sont pas scientifiques. Il y a aussi des conceptions alternatives. Donc, si je mets, par exemple, un élève qui est en train d'apprendre la mécanique classique en face pour discuter avec le ChatGPT, il peut renforcer ces conceptions alternatives chez les élèves. OK? Parce qu'il dispose d'une certaine quantité d'invariantes opératoires et ces invariantes opératoires ne sont pas nécessairement scientifiques. Ils sont là, ils sont disponibles. De même, nous, en tant que personnes, on peut interagir entre les autres avec la culture, etc. On va prendre aussi la possibilité d'utiliser plusieurs de variantes opératoires. Et en plus, j'ajoute, il y a une théorie aujourd'hui qui s'oppose au mouvement de changement conceptuel. Je crois que je suis très dur, mais il y a un mouvement d'études qu'aujourd'hui on dit changement de profil conceptuel. C'est un modèle inspiré en Bachelard. Bachelard a fait l'étude de profil épistémologique, etc. Mais c'est un chercheur qui s'appelle Mortimer. Eduardo Mortimer, il a fait une étude, il a dit que les concepts ne changent pas. Je ne veux jamais abandonner un concept que j'ai déjà construit. Ce que je peux faire, c'est d'apprendre à utiliser une certaine quantité de formulations scientifiques quand j'ai besoin d'utiliser ce type de formulation. Donc, dans la vie quotidienne, je vais continuer à dire que le poids et la masse, c'est la même chose. Parce que pour moi, dans la vie quotidienne, ça ne fait pas de différence. Par contre, quand je suis dans un ambiance, dans une salle de cours, quand je fais des études en physique, il faut faire la différenciation. Donc, il dit que on fait beaucoup d'efforts pour essayer de changer les concepts chez les élèves.
Et ça ne rend pas possible. Ce qu'il dit, c'est que c'est possible d'enseigner à utiliser certaines quantités de concepts dans certaines situations. Et ça me paraît plus proche des idées de Gérard Vergniaud, parce qu'on a la possibilité d'utiliser une certaine quantité de concepts, de relations, de construire des choses. Si la fonction de l'école est celle d'enseigner aux élèves à utiliser de concepts scientifiques ou de formulations plus proches de la science, quand les contextes l'exigent. Ça peut être une discussion intéressante. Question à distance. Ah oui, je... OK. Si vous avez des questions en distance. Oui. Mm-hmm. Mais tu parlais des conceptions naïves ou alors j'étais distrait, mais qui ne sont pas apparues pour l'exposer. Et peut-être la première question qui me vient, c'est comment Gérard Vergniaud intercale ça, ces conceptions naïves qui interviennent vraiment. Parce que je permets ça parce que il semble avoir compris tous les apports de Piaget dans la théorie de Vergniaud, et on est quand même fort Piaget dans le logico-mathématique, et donc on construit pas à pas. Or, tout ce qui est préconceptuel vient complètement à côté et intervient aussi dans la construction du savoir. Donc, bien sûr. Comment articuler ça? Tout d'abord, ce que Gérard Vergniaud nous présente de nouveautés par rapport à Piaget, par exemple, c'est juste l'idée que la nature des concepts qu'on va travailler, la nature de la connaissance qu'on va travailler, fait forte influence sur le processus d'apprentissage. Donc, Gérard Vergniaud n'a pas l'envie de développer une théorie de la connaissance en général, il n'a pas travaillé en tant qu'un sujet épistémique comme le fait Piaget. Le développement de la théorie des champs conceptuels a été fait dans le domaine des mathématiques. Donc, cette idée de conception naïve, comme on trouve dans les sciences, en physique, en biologie, en chimie, il n'a pas thématisé cette chose. Donc, ça ne fait pas partie de l'ensemble des études de Gérard Vergniaud. La définition, même l'étude, la compréhension de l'origine et développement des conceptions alternatives naïves, premières, etc. Ce qu'on peut dire, et ça c'est un effort que la communauté qui utilise la théorie des champs conceptuels pour les enseignements les recherches en sciences, on ne fait pas la thématisation des conceptions naïves, etc. On préfère de faire la classification des invariantes opératoires. Un ensemble d'invariantes opératoires liées à un certain niveau de développement cognitif, à une certaine tranche d'âge, c'est pour nous plus important que faire la description que plusieurs d'autres chercheurs ont déjà fait sur les conceptions naïves. Mais ce n'est pas incompatible, à mon avis. Mais Gérard Vergniaud n'a pas thématisé ce type de choses. OK? Concentrer davantage sur les mathématiques. Sur les mathématiques, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en mathématiques justement, ça ne s'appelle peut-être pas la conception naïve, on est plutôt dans un raisonnement naïf. Donc, je pense par exemple, en comparant des fractions, ne regarder que le numérateur et ignorer le dénominateur. Par exemple, c'est des... Il décrit... Oui, oui. Les gens qui font la recherche en utilisant la théorie du champ conceptuel n'utilisent pas ce type de nomenclature. Ils touchent l'idée, travaillent avec l'idée, mais
la description de ce qu'on appelle conceptions alternatives, conceptions naïves, a été faite par l'ensemble des invariantes opératoires utilisées, la description de quels sont les schèmes utilisés. Donc, c'est une option méthodologique, bien sûr. Quand il le décrit comme une concept naïf, tu peux l'écrire comme un invariant opératoire. Bien sûr, bien sûr. Ce Ne sont pas des choses incompatibles l'une de l'autre, mais l'approche théorique, c'est différent. Oui, 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 oui. Bien sûr, bien sûr. Il y a tout à fait une convergence entre plusieurs des savants, surtout en France, quand tu dis Chevalard, Guy Brusseau, et Gérard Vergniaud, et dans la sociologie aussi, il y a d'autres qui font une convergence très forte sur les idées. Il y a une connaissance qui est encore en cours de construction et que permettre, d'une certaine façon, résoudre un ensemble de problèmes, mais pas tous les problèmes. Et donc, dans le processus de construction, c'est possible qu'on trouve quelques idées qui ne sont pas correctes au niveau scientifique, mais sont encore des constructions. Et donc, chaque groupe de chercheurs, de savants, ont nommé cette chose d'une façon différente. Il y a bien sûr quelques petites différences entre l'approche d'un et d'autre, mais je dirais que ce sont des choses complémentaires et pas des choses qui n'ont rien à voir l'une sur l'autre. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est par exemple, si quelqu'un a un petit peu de patience, d'essayer de comprendre la différence qu'on a au Brésil entre la samba et le pagode. J'essaie de trouver. Tu peux demander au chat GPT quelle est la différence. Il n'y a pas de différence. Ce sont deux rythmes. La samba, tout le monde connaît, mais il y a un type de samba qu'on appelle pagode. Les gens qui jouent à la samba, au pagode, ils disent non, ce sont deux choses complètement différentes. Mais quand tu écoutes, tu dis, je ne sais pas faire la classification entre quel est le samba. Donc, c'est presque la même chose. Je ne sais pas faire la différenciation. Ce qu'un groupe appelle des conceptions alternatives, c'est possible d'appeler un ensemble de théorèmes d'invariantes opératoires qui ne sont pas les invariantes opératoires de la théorie scientifique elle-même. OK, je crois que c'est des choses comme ça. Une question à l'extérieur, sinon on peut peut-être continuer. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Personne ne veut plus. Sinon, on passe par la partie la plus importante de la journée, de la soirée, c'est les sandwichs. OK. Je vais arrêter alors l'enregistrement.